Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale. En voici les titres. Olusegun Bakari Adjadi en VRP des innovateurs technologiques du Bénin à la Francotech. Cet événement dédié aux innovations numériques à l'occasion du sommet de la francophonie. Écho du ministre des Affaires étrangères en marketeur tech. Et puis le Bénin accueille les acteurs mondiaux de l'or blanc dès demain. C'est à l'occasion de la journée mondiale du coton. Une première dans un Bénin en pleine transformation de son coton. On reçoit en direct la ministre du Commerce et de l'Industrie. Et puis à l'étranger, l'actualité politique se conjugue avec des échos de campagne électorale au Mozambique et en Tunisie dans notre page internationale. Et puis aussi cette marche de soutien des Marocains aux Palestiniens. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous recevoir chez vous avec ce journal. J'ai dit bienvenue à vous toutes et tous. Je dis aussi bienvenue à Madame Chadia Assouman. Vous êtes la ministre du Commerce et de l'Industrie du Bénin. Le Bénin qui célèbre demain en grande pompe la journée mondiale du coton, puisque le Bénin accueille justement dès demain les majors de la planète en termes de production et de commercialisation de l'or blanc. Cette rencontre qui s'ouvre déjà dès demain est une première en vérité. Sous quel signe, justement, se place cette rencontre-là pour le Bénin? Merci, bonsoir. Effectivement, c'est une première, puisque c'est la première fois que le monde du coton célèbre la première journée hors institution internationale et hors siège. Nous sommes à la 6e édition. La première a eu lieu le 7 octobre 2019, où le Bénin était coordonnateur donc, des pays producteurs du C4. Et donc, c'est vraiment sous l'égide et le leadership du Bénin que cette journée est née. Et 2 ans plus tard, donc, elle a été inscrite, donc, elle a été adoptée à l'ONU. Donc, le Bénin est honoré. C'est également une fierté pour le Bénin donc, d'accueillir cette grande célébration. Tous les délégués acteurs du monde du coton sont là, les investisseurs, toutes les institutions internationales partenaires du coton, les financiers partenaires du coton, les chercheurs, tout le monde du coton est là aujourd'hui au Bénin. Alors, 2 jours d'une rencontre internationale dédiée au coton dans un Bénin membre du groupe C4, vous l'avez indiqué, avec le Burkina, le Mali et le Tchad, le club des leaders en vérité africains du coton. Mais fraction marginale des échanges mondiaux, tenez, environ seulement 8%. Quels sont en vérité les défis et les problématiques qui seront abordés pour permettre justement un essor beaucoup plus optimal du coton africain? Oui, vous le dites, 8% seulement. Il faut savoir que le monde du coton, du textile à l'habillement, c'est 958 milliards de dollars US. L'Afrique de l'Ouest et du Centre ne demandent à capter que 12 milliards de dollars US, puisque cela correspond à leurs importations. Donc demain, au cœur de nos échanges, ça sera la transformation du coton. La vision, c'est que d'ici 2035, que les pays producteurs de coton puissent ensemble transformer 50% de leur production. Nous, le Bénin, on est prêts, nous sommes déjà en marche, puisque vous savez ce qui se passe à Glodjibé. D'ailleurs, ça sera également l'occasion pour nos partenaires qui l'ont demandé de visiter cette zone économique spéciale dont le monde du coton parlait déjà depuis Abu Dhabi. Donc, ils voudraient visiter cette zone-là. Donc, c'est pour dire que nous, on est déjà en marche et que donc il y a une étude également donc, qui a été faite pour dire que le Bénin est déjà en pole position. Et c'est d'ailleurs ça aussi qui nous a valu de recevoir cette grande première dans le monde hors institution internationale. Vous évoquez la GDIZ et toutes les prouesses industrielles qui s'y déroulent, notamment autour du coton, également sa transformation. Vous en parlez très bien. Justement, on va à la GDIZ, où la magie s'opère à la zone économique spéciale autour du coton, issu du bassin cotonnier, où le coton est transformé en vêtements et suivi de très près avec des commandes, de grosses commandes, des majors de la transformation du coton, ceux qui fabriquent des vêtements. On va visiter justement Glodjibé en votre compagnie et rapidement on revient pour boucler cet entretien. Ariane Da Silva nous y amène. Zone économique spéciale de Glodjibé. Nous sommes à 45 km de Cotonou. C'est en ces lieux que s'opère la révolution industrielle du Bénin. Le coton béninois est transformé sur place au sein des unités intégrées de textile. Donc on passe de la filature, on parle du tricotage, du tissage,
et de la confection de vêtements. Donc, ces 3 unités vont transformer à peu près 40 000 tonnes de fibres. Ce qui génère des milliers de vêtements au quotidien, des vêtements made in Bénin qui ont traversé pour la première fois les frontières du pays le 12 juillet 2023. Près de 70 000 pièces ont quitté la zone économique spéciale de Glodjigbe pour les États-Unis. Nous avons pu signer des contrats de livraison de vêtements avec plusieurs marques, dont la marque TCP, Children's Place, qui est basée aux États-Unis, qui est propriétaire d'une chaîne de vêtements aux États-Unis, au Canada et au Puerto Rico. Quelques mois après, le Bénin, à travers la qualité de son coton, convainc l'Europe. La GDIZ procède à sa première exportation de 80 000 pièces de vêtements pour la marque française Kiabi. En ce qui concerne la marque Kiabi, nous allons pouvoir livrer dans les 2 à 3 prochaines années entre 20 à 30 millions de pièces de vêtements. Ce sont autant d'emplois qui seront créés. Grâce à un certain nombre d'avantages, une politique gouvernementale, je dirais, accueillante et des infrastructures dédiées, le Bénin est très clairement en haut de la liste des possibles. Le Bénin, en effet, aujourd'hui, rassemble énormément d'avantages pour qu'un investissement textile voie le jour et permettent en effet d'attirer des investisseurs. Attirer des investisseurs passe par les facilités qui leur sont offertes et l'engagement de tous. Le producteur, lui, veut vendre toujours cher. Lui ne sait pas qu'en laissant sortir ses produits bruts dans les pays voisins ou même à l'extérieur, il ne sait pas que c'est l'emploi qui s'évade. Il ne sait pas que c'est la valeur ajoutée qui s'évade. Il faut que désormais mes parents puissent comprendre que c'est ce que nous laissons partir là, qui devrait être transformé pour qu'on vienne régler les problèmes de la société. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que le coton n'est pas transformé à mi-chemin. On arrive jusqu'au produit fini. Ce que j'ai vu avec mes propres yeux, vraiment, c'est très intéressant. Je suis même fier. Je voudrais dire à mes parents qui produisent coton, essayez de fournir le fort parce que ce qu'on produit maintenant ne va plus ailleurs. Ça nous sert de nous-mêmes. Produire et transformer sur place, c'est la nouvelle dynamique dans laquelle s'inscrit le Bénin pour développer son industrie et booster sa croissance économique. Et cette industrie du coton qui se développe à la GDIZ attire, comme l'a indiqué Ariane dans son suivi, des investisseurs, mais également des prescripteurs témoins. L'OMC, ce contrat témoin OMC FIFA, dont les acteurs seront présents à Cotonou pour témoigner de cette sorte de miracle industriel qui se déroule au Bénin autour du coton. Parlez-nous-en. Effectivement, le Bénin a également fait partie donc, de la présidence de ce comité OMC FIFA grâce justement à son climat des affaires et également à ce qui se fait, à ce qui s'opère aujourd'hui à Glodjigbe. L'équipe était déjà venue, donc nous avons poursuivi les discussions. Aujourd'hui, si la FIFA est là, la CAF également est présente, c'est bien le fruit d'un travail, d'une gouvernance acharnée qui nous a valu cette position-là. Demain, justement, ce programme sera également au cœur des discussions et probablement nous aurons de bonnes nouvelles à vous annoncer d'ici demain soir pour ce qui serait des recommandations et des décisions que nous attendons d'ici demain soir. Le forum des affaires aussi prévu? Oui, le forum des affaires est prévu le lendemain, le mardi 8, très attendu. Donc les investisseurs, tous les partenaires au développement du coton pour la réduction de la pauvreté sont impatients d'échanger et également pour nous proposer, donc, pour saisir toutes les opportunités que nous leur présenterons. Passer des contrats, signer des contrats qui vont déboucher sur des implantations d'usines, pourquoi pas, et des emplois à la clé. Surtout voilà. Des emplois à la clé et également un symbole que je souhaiterais rappeler ici parce qu'il y a 30 ans, tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est bien le fruit d'une vision. Et je pense que cette vision, je ne sais pas si elle savait qu'elle irait aussi loin. Parce qu'il y a 30 ans, un homme a cru dans ce qu'on appelait le coton. Et 30 ans plus tard, nous l'appelons l'or blanc.
Je vous laisse deviner, c'est toujours une vision qui nous amène là-bas. On comprend. À demain. On comprend des mémoires. Bon, on vous laisse tout de suite aller accueillir justement vos partenaires à l'aéroport. Ils vous attendent. Vous restez avec nous pour lancer un autre sujet concernant le Bénin qui se transforme aussi à travers ces innovateurs technologiques. SEMcity est vanté justement en France. Les prouesses réalisées par de jeunes innovateurs dans ce pôle d'innovation technologique, eh bien, ces prouesses sont mises en lumière à la Francotech. Francotech, une exhibition organisée à Paris sur les innovations numériques phares qui se développent dans l'espace francophone. Et c'est un VRP que votre collègue, le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Bakari Adjadi, en a vanté les mérites. Jérôme Gungbo nous propose ici un extrait de l'entretien. Je crois que vous avez un très bel incubateur aussi à Cotonou. Alors nous avons un magnifique projet. C'est pas un projet, c'est qui vit déjà. Hein, c'est SEMcity, dont la directrice générale est dans la salle, Madame Claude Bornat, qui fait un travail formidable depuis un certain nombre d'années. Déjà 3000 jeunes qui ont été formés, avec ce besoin de pouvoir associer formation, incubation et financement. C'est important de faire le continuum et d'avoir un écosystème complet. Et SEMcity ambitionne de devenir la station F de toute la région ouest africaine aujourd'hui, avec de gros investissements en matière d'infrastructures, de plateaux techniques, de disponibilité de l'infrastructure pour les jeunes créateurs, de manière à ce qu'ils puissent avoir tout ce qu'il leur faut pour éclore et pouvoir conquérir des marchés. En termes d'écosystème que nous avons mis en place, donc SEMcity qui allie tout l'écosystème complet de la formation à l'incubation dans différents secteurs. Nous avons plusieurs agences également, donc l'agence de développement des PME qui est là pour apporter des solutions de financement, parce que la question du financement est essentielle. On le voit ici à Station F. La force de Station F aussi, c'est la possibilité d'avoir en fait des fonds qui font du venture capital, qui peuvent accompagner en fait les startups. Nous avons la caisse de dépôt et consignation qui accompagne un peu comme ici BPI, donc qui est là également pour apporter des financements aux différentes entreprises, aux différentes startups. Et puis j'ai envie de dire, nous sommes une startup nation. On essaye, nous en tant que pays, du fait d'avoir un circuit de décision assez court, un gouvernement composé essentiellement de gens qui viennent du secteur privé, une volonté de pouvoir accompagner, d'être pragmatique. On essaye d'accompagner, de faire en sorte que nous puissions avoir des entreprises qui deviennent demain des licornes également. Et vous avez parlé tout à l'heure au débui de votre intervention de l'intelligence artificielle jusqu'au dernier kilomètre. Alors, je parlais de l'intelligence artificielle jusqu'au dernier kilomètre parce qu'on a une de nos startups que je vous invite à visiter, en fait, sur le stand de Beninov, qui s'appelle Bivariant, qui justement utilise l'intelligence artificielle pour répondre aux besoins du quotidien des Béninois. Nous avons conscience que l'intelligence artificielle va révolutionner la manière dont nous fonctionnons. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est un peu pour... je suis plus si jeune que ça pour ceux de ma génération, quand Google est arrivé, en fait. La différence entre aller s'asseoir dans une bibliothèque et chercher dans un livre, et quand Google est apparu, on pouvait faire des recherches. L'intelligence artificielle va décupler tout cela peut-être 10, 5 fois plus. Et pour les pays africains, pour un pays comme le Bénin, c'est vraiment central. Donc nous avons adopté une stratégie nationale d'intelligence artificielle qui passe bien entendu par la manière dont nous structurons nos données, comment est-ce que nous protégeons aussi le citoyen, que tout ne soit pas sur la place publique. Olusegun Adjadi Bakari en VRP de l'écosystème digital béninois en plein frémissement émergent. Les acteurs du secteur judiciaire béninois s'engagent à offrir un service judiciaire efficace aux justiciables béninois. Promesse d'engagement professée à la revue annuelle 2024 organisée par le ministère de la Justice et de la Législation. On en profite pour revisiter les avancées et défis de la justice béninoise l'année écoulée. C'est avec Esther Amessiga et Jules Akoikou. Des acteurs du secteur judiciaire béninois en colloque sur la modernisation de la justice au Bénin. C'était en octobre 2023. Un an après, ils sont de retour dans cette salle à l'occasion de la revue annuelle 2024 pour faire le point de la mise en œuvre des recommandations. C'est une rencontre avec les données de l'activité judiciaire, avec les données des services et des unités judiciaires, avec les données, les réalités de tous les partenaires de la justice, les réalisations de chacun des acteurs, et cette rencontre est suggérée comme le miroir à l'aune duquel on évaluera les projets et la pertinence des orientations. La revue s'inscrit dans une dynamique d'amélioration continue du service public de la justice.
J'ai la pleine conscience de la grandeur de l'ambition et des défis auxquels nous sommes appelés et qui sont à réaliser parfois avec nos modestes personnes et les moyens que nous avons. Mais rien de beau, rien de grand ne peut se réaliser sans un minimum de sacrifice. Je voudrais former le vœu que les travaux qui se dérouleront conservent constamment à l'esprit, tête des boussoles, les recommandations issues du colloque de 2023. Au total, 3 sessions sont retenues pour faire le bilan des performances réalisées au cours de l'année écoulée et pour discuter des perspectives dans le cadre de la nouvelle rentrée judiciaire. Une page noire dans ce journal. Il était un acteur important de la justice béninoise. Il a été ministre du secteur judiciaire béninois. Il s'en est allé. Gustave Anani Kassa nous a quittés. Arnaud Adadia. De passer de vie à trépas, a anciennement été garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Ce samedi, au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou, famille judiciaire et ses proches sont plongés dans la tristesse. Né le 20 mars 1953, Gustave Kassa a cassé la pipe à l'âge de 71 ans. De son vivant, il s'est illustré positivement par son engagement pour le droit et la justice. Au service de l'État et du justiciable, l'illustre disparu a laissé beaucoup d'actions de contribution à la réforme judiciaire au Bénin. Que le désormais regretté Gustave Kassa trouve auprès du Créateur de l'univers un repos digne de ses mérites sur terre. Merci Arnaud Adadia. Dans le cadre de la protection civile, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique fait bénéficier au groupement national des sapeurs-pompiers de plusieurs lots de matériel d'intervention. Ce geste vient renforcer les capacités des sapeurs-pompiers à apporter davantage d'assistance à la population en détresse sur tout le territoire national. Ayelodjou Amoussou, Esther Amessiga. Bien les utiliser et essentiellement pour servir le peuple. C'est ce geste qui marque la remise officielle des clés des engins de premier secours dont bénéficie le groupement national des sapeurs-pompiers. Le ministre vient de nous remettre un lot de 16 véhicules composés de 2 camions-citernes d'incendie pour la lutte contre les feux d'habitation, le sauvetage, la lutte contre la pollution et autres. En dehors de ça, nous avons reçu 10 ambulances toutes neuves qui vont permettre aux sapeurs-pompiers d'aller au secours des populations sur les routes lors des accidents de la circulation, d'assister des personnes prises de malaise et de pouvoir également évacuer les malades en cas de parturience. En dehors de ça, nous avons reçu des pick-up qui sont des véhicules d'intervention diverses qui nous servent également à faire des interventions au profit des populations dans le cadre des inondations, de pouvoir transporter du personnel pour pouvoir aller renforcer les équipes qui sont déjà sur place sur les lieux et de pouvoir également effectuer certaines missions de projection à l'intérieur du territoire. Ce matériel a été acquis avec les ressources de l'État et pour un montant d'1,50 milliard de francs CFA. Il faut dire qu'il s'agit là d'un premier lot. Nous attendons un second lot qui est constitué des véhicules de même type pour le même montant d'ici la fin de l'année. Ces lots de matériel réceptionnés par le groupement national des sapeurs-pompiers seront équitablement répartis sur toute l'étendue du territoire national afin de renforcer les capacités des équipes à porter assistance à la population. Tout cela s'inscrit dans la nouvelle dynamique qui consiste à équiper nos unités, à renforcer leurs capacités opérationnelles et à avoir aussi un meilleur maillage territorial. Nous avons commencé depuis environ 2 ans, nous allons poursuivre et l'année prochaine encore, il est prévu que des engins soient acquis, toujours pour renforcer les capacités de nos unités. À l'image des classes culturelles et sportives au secondaire, la pratique des activités physiques connaît aussi une réorganisation désormais au niveau de l'enseignement primaire. La phase pilote du projet Synergie éducative et sportive de 0 à 10 ans est officiellement lancée. Écho dans la commune d'Abomey-Calavi avec Patrick Imavo et Alexandra Dioton. Les 2 pieds joints, l'enfant saute dans le cerceau. C'est du jeu, c'est banal, mais plein d'intérêt pour sa personne. Ces jeux permettent de travailler chez l'enfant d'abord la réaction, l'équilibre
C'est à cela que nous assisterons comme pratique sportive au niveau du primaire dans les prochaines années au Bénin. Les démonstrations de jeux faites ici relèvent d'un nouveau projet conjointement mené par le ministère des Enseignements maternels et primaires. 10 écoles situées à Akasato, dans la commune d'Abomey-Calavi, sont retenues pour la phase pilote. Le projet Synergie éducative et sportive reflète la volonté de 2 ministères sectoriels de mettre en place un modèle novateur, axé sur le développement psychomoteur, cognitif et social des enfants âgés de 0 à 10 ans. La ville d'Abomey-Calavi est donc prête à pleinement jouer son rôle dans cette démarche en veillant à ce que les infrastructures et les conditions soient réunies pour la réussite de ce projet. Le département de l'Atlantique se réjouit de faire partie de cette aventure et veillera à son bon déroulement dans notre région. Ce projet implique un renforcement de la collaboration entre les acteurs. Je voudrais du haut de cette tribune inviter nos enseignantes et enseignants à s'ouvrir sans réserve à la dynamique novatrice enclenchée par le projet Synergie éducative et sportive en vue de l'éclosion effective des potentialités détenues par chacun des enfants qui en seront impactés. Il ne fait aucun doute que nos départements ministériels portent la vision du chef de l'État pour le sport et l'éducation, vision inscrite dans le programme d'action du gouvernement. Tout en poursuivant et en améliorant cette dynamique, nous avons jugé nécessaire de mettre l'accent sur le développement des habiletés motrices dès le plus jeune âge. Le projet Synergie éducative et sportive 0 à 10 ans va contribuer à la révélation précoce et à l'orientation des talents sportifs au Bénin. On reste en sport avec une question. Comment se porte le handball béninois? Très bien, pourrait-on être tenté de dire, avec les acteurs même de ce sport. Eh bien, depuis 2021, une nouvelle dynamique s'est installée avec une politique axée sur les résultats. Le dossier sport de ce dimanche se consacre aux grandes mutations que connaît ce sport dans notre pays, le handball béninois. La révolution à grands pas, c'est un sujet réalisé par Jean Nombimin, Ramatou Lavani et Herman Rodrigue-Amégan. Les entraînements sont déjà très intensifs pour cette équipe de Flowers, championne du Bénin. Avec Adjidja, les 2 équipes vont représenter le Bénin au championnat d'Afrique des clubs champions à l'Aïoun au Maroc. Après le quart de finale des militaires en 2023, l'objectif est de valider les progrès du handball béninois par une participation encore plus honorable. Le niveau est très acceptable, plus élevé qu'il y a 2 ans. Car depuis 2021, le hand béninois a basculé dans une nouvelle dimension avec l'installation du nouveau bureau exécutif de la Fédération béninoise de handball. Continue, et l'avenir est radieux pour le handball béninois. Sidikou Karimou était alors masqué, même pas ses idées. Et comme pour accomplir la prophétie, il met en place très vite sa feuille de route. Le championnat est rendu professionnel avec l'appui de l'État et des partenaires privés. L'État est notre premier sponsor. Sans l'État, on n'aurait pas pu organiser toutes les compétitions. Nous n'avons pas des philanthropes, nous avons des gens qui viennent parce qu'ils veulent avoir quelque chose en retour. Donc il faudrait bien travailler à savoir qu'est-ce que nous offrons et que nous n'allons pas quémander, mais nous allons plutôt dans un échange de partenariat. Symbole de ce renouveau, le championnat national qui attire de plus en plus d'étrangers. Angolais, Camerounais, Ivoiriens, Nigérians, hommes comme dames, ils sont désormais nombreux à tenter l'aventure béninoise. Le championnat béninois s'est beaucoup amélioré avec le temps. Je crois que ce nouveau projet sera un succès. Le championnat béninois, c'est bien. C'est en train de prendre une ampleur. En Angola, le handball est très évolué. Ici au Bénin, un gros travail est fait pour mieux se positionner dans la discipline. Nous avons une manière de jouer, c'est les Angolais qui nous ont amené cette manière de jouer. Ça nous a beaucoup profité au cours du championnat. Donc on apprend d'eux, ils apprennent de nous et c'est comme ça que le championnat a pris.
Bâtir une sélection nationale capable de titiller les quarts d'or du continent. La vision est clairement définie. En 3 ans, les graines semées portent déjà les premiers fruits. Nous avions décidé de refaire la base des pratiquants, de partir avec les jeunes enfants pour aller de l'avant, sans occulter naturellement les différentes équipes seniors. Particulièrement cette année 2024, nous avons osé avec les seniors, en renouant avec les Jeux africains, nous avons atteint l'étape des demi-finales avant d'être éliminés par l'Égypte. Pour asseoir un écosystème dynamique, révéler le handball béninois, les talents qui l'animent, les perspectives d'avenir et surtout pour grandir ensemble, la fédération initie des formations à l'endroit de divers acteurs, y compris la presse sportive. Des experts internationaux sont ainsi conviés pour un partage d'expériences. J'avais une excitation dans l'avion à venir faire ce projet avec Jocelyn. On était hyper contents de venir au Bénin et c'est même pour nous tellement enrichissant. Grâce à ces renforcements de capacités, les matchs du championnat national de handball sont ainsi commentés et relayés sur des plateformes digitales en attendant un jour de passer à la télévision. C'est-à-dire, vous perdez la balle, vous l'encaissez derrière, il n'y a rien à faire. Quelques 4000 licenciés sont aujourd'hui répertoriés par la Fédération béninoise de handball, une donnée qui ne tient cependant pas compte de tous les pratiquants de la discipline, notamment à la base. On parle de championnat scolaire, on parle de championnat universitaire. Pour le moment, nous, au niveau de la fédération, nous pensons qu'il y a beaucoup d'énergie qui ne se vont pas forcément dans le même sens, alors qu'on peut amener toutes ces énergies dans le même sens. C'est de mettre à disposition un document stratégique sur une certaine durée, minimum 4 à 5 ans. En juin dernier, le Handball Club de Nantes en France et la Fédération béninoise de handball ont signé un protocole d'accord dont l'axe central sera la création à Cotonou d'une académie copilotée par les deux instances à destination des jeunes de 12 à 16 ans. Tout en s'assurant des bonnes performances du présent, le handball béninois se projette ainsi déjà sur son futur. Ce dont on va parler à présent n'ont pas la fraîcheur de ces handballeurs et ont besoin donc d'attention délicate. Prendre soin des gens dans leurs vieux jours est crucial pour leur dignité et fait honneur à une société humaine. C'est à cela qu'invite l'Association pour l'entretien et l'assistance aux personnes âgées et démunies. Elle a organisé une journée porte ouverte pour sensibiliser à l'importance des soins adaptés aux seniors. Patrick Imavo, Deogracias Brismenaï. C'est loin d'être une séance de consultation médicale dans un centre de santé. Nous sommes à une journée porte ouverte de l'Association pour l'entretien corporel des personnes âgées et démunies à EHPAD. Ici, les septuagénaires à l'honneur reçoivent toute l'attention qu'il faut. Cette activité est une initiative de Shakiratou Onifade, aide-soignante de formation ayant exercé en France. De retour au pays, elle crée cette association à but non lucratif. J'ai formé une petite équipe que nous avons rassemblée de l'argent pour aider. On a fait des dons de matelas, tout ce que j'ai cité, fauteuil roulant, canne, béquilles, denrées alimentaires non périssables. Mais on a vu que nous, notre petite équipe-là, on ne peut pas aider toutes ces personnes. Cette journée porte ouverte est à juste titre l'occasion de susciter les autorités et les bonnes volontés à adhérer à cette noble cause. Je supplie les gens qui ont des moyens, les sociétés, les entreprises, les hommes politiques de nous aider à sortir ces personnes du troisième âge de la précarité. La journée porte ouverte aujourd'hui, c'est pour sensibiliser la population et en même temps pour récolter des dons de matelas, de fauteuils roulants, de cannes et aussi des dons numéraires. Une réponse à cet appel va sans doute aider plus d'une personne aujourd'hui âgée après avoir protégé et éduqué par de nombreux sacrifices. Campagne électorale au Mozambique et en Tunisie, marche de soutien des Marocains aux Palestiniens, c'est ce que nous fait voir Arnaud Adaya. Tenant son dernier meeting aux côtés de ses partisans avant les élections du 9 octobre à Maputo,
dans le sud du Mozambique, le candidat à la présidence Ossufo Momande du parti Renamo danse avec un balai. Il pense ainsi nettoyer à coups de balai la corruption, le manque d'écoles, le manque d'eau et de routes. Le candidat à la présidentielle tunisienne Zouheib Magzaoui vote à la Marsa, dans la banlieue nord de Tunis. Le dit candidat, un ancien député de la gauche panarabiste, est fort d'une vraie base électorale, mais il reste associé au coup d'État de l'été 2021 que celui-ci a soutenu, souligne l'expert politique tunisien Halem Nafti. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont afflué à Rabat dimanche pour marquer le premier anniversaire du début de la guerre à Gaza et afficher leur soutien au peuple palestinien, appelant à une rupture des relations entre Rabat et Israël. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre inépuisable fidélité. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.